De ne pas faire des esquives trop définitives, qui sont trop longues. Quand il travaille sur moi, si je commence à faire des esquives trop longues, qu'est-ce qui va se produire? Il va se produire qu'au moment où je vais remonter, je vais arriver sur le deuxième bras et je me fais piquer. Il faut toujours que l'esquive soit assez rapide, de façon à pouvoir, moi, toucher quasiment dans le temps, avant que lui ne touche. Toucher sans être touché, toujours. Okay. La priorité, là, au départ, on est surpris, on peut reculer. Soit on continue à reculer, soit on décide d'aller au combat. Et dans ce cas, il faut que je casse, moi, la distance pour pouvoir toucher. Si je suis toujours en retrait, je ne pourrais pas toucher. Donc il faut toujours que je travaille mes esquives en allant plutôt vers lui. Et puis en partant, si possible, du côté où il n'y a plus de coups à partir. Quand je pars par là, il y a toujours un petit peu plus de risque de se faire toucher. D'accord? Là, on va faire la même chose, mais là, il va aller beaucoup plus vite. Donc je n'ai pas le temps de voir le départ du coup. Il faut que je sois en déplacement maximum sans arrêt. Ok? Donc il y a peut-être un moment où ça va passer quand même. Mais on bouge un maximum. Je fais exprès de laisser les mains basses pour prendre un peu plus de risques. Dans la réalité, je le ferai avec les mains ici. Bonjour, Robert Paturel, 62 ans, professeur de boxe française, champion d'Europe, 104 combats et créateur de la méthode boxe de rue, la méthode de self-défense adaptée à la rue, qui est une méthode basée surtout sur le comportemental, c'est-à-dire qu'on enseigne aux gens la façon de se mouvoir, la façon de parler, la façon de se déplacer et la façon d'anticiper un petit peu sur les réactions des personnes qu'on a en face de nous, quoi. Bam, quoi que je fasse, je dois toujours voir mes deux mains, ou au moins mes deux bras, même si quelquefois le poing est caché derrière. Mais toujours ces mains qu'on doit voir, le partenaire et les mains on doit voir. Hein? Quand je prends des coups, je commence à tourner le dos, c'est foutu. C'est capitulation. Et je donne des signes à l'autre de capitulation, de soumission. Donc pas de ça chez nous. On voit qu'il a l'habitude, quoi. On peut lui faire confiance, quand il nous dit quelque chose, on sait qu'on peut lui faire confiance. Dans la rue, on va essayer déjà de sauver sa vie. Donc on va envisager la fuite, la négociation, tout ça avant d'utiliser la défense. Et quand on va utiliser la défense, on va essayer de taper vite, juste et fort, de ne pas avoir à y revenir, et toujours envisager la fuite après, quoi. Donc ça n'a plus rien à voir avec un combat de boxe française, quoi. Et puis tout l'aspect légal, l'aspect qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je veux faire, et toute cette partie de la vie de tous les jours, quoi, en fait. Pensez déjà, quand vous avez quelqu'un en face de vous, en phase de conflit, quand vous sentez que ça risque d'en arriver aux mains, pensez à l'observation, c'est important. L'observation va vous obliger à la réflexion, à la mémorisation, faire refonctionner un petit peu l'esprit, le cerveau préfrontal, le cerveau néocortex, le cerveau de la réflexion. Et plus vous ferez fonctionner le cerveau de la réflexion, moins vous allez perturber le cerveau des émotions, qui est le cerveau limbique. C'est scientifique, hein, c'est pas moi qui ai inventé ça. D'accord ? Quand vous êtes en situation de stress, obligez-vous à la réflexion et à la mémorisation de plein de choses. Déjà, observez quelqu'un. Déjà, j'ai un bonhomme. J'essaie de voir de quelle garde il va être plutôt. De quel côté je vais plutôt travailler. Il y a plein de choses à observer chez quelqu'un. Il n'y a pas que lui, il y a tout ce qui se passe autour. Il n'est sûrement pas tout seul. Rappelez-vous que dans le camp des gentils, on est souvent tout seul. Dans le camp des méchants, ils sont rarement tout seuls. Ou alors ils ne sont pas méchants. D'accord ? Donc on observe, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire, par où je vais partir. Il n'est sûrement pas tout seul, il est sûrement quelqu'un. Autour de moi, je n'ai pas validé, j'ai validé là, je sais que je peux aller, mais là, je n'ai pas vu. Donc, je valide mon environnement. Qu'est-ce qui peut me servir pour me protéger? Tout ça vous oblige à la réflexion, tout ça. Alors que c'est un moment où vous ne réfléchissez plus. Vous êtes complètement canalisé, on appelle ça l'effet tunnel, focalisé sur celui qui est en face. Vous ne voyez plus rien autour. Vous faites des expériences intéressantes comme ça, hein, sur la focalisation. Il y a quelqu'un qui est là, vous ne le voyez pas. Okay, donc très intéressant. On a vu des gens pris en otage pendant 5 heures par 2 individus. Il y avait 5-6 personnes dans la banque. Ils ont été incapables de donner un signalement correct des 2 individus. Pourtant, ils ne voyaient qu'eux. Mais parce que, encore une fois, pas de capacité à la réflexion
et à la mémorisation. D'accord ? Combien de fois ça arrive qu'il y a une histoire en voiture et tout le monde s'en va, on n'a pas relevé le numéro de voiture, on n'a pas pensé à quoi que ce soit. Parce qu'on est dans le stress. Ok ? En fait, quand on vient de la boxe française, on pratique une discipline qui est codifiée avec pas mal d'interdits. C'est-à-dire qu'il y a des zones qu'on ne pourra pas frapper, comme les parties génitales par exemple. Et puis on a des gants qui protègent les mains, on ne peut pas travailler avec les doigts par exemple dans les yeux, on ne peut pas mordre, on ne peut pas griffer, on ne peut pas pincer, toutes ces choses qui sont utilisées dans la rue et que l'on va donc utiliser en matière de self-défense, nous, face à quelqu'un. Bon, il y a tout cet aspect, il y a le fait qu'on ne va pas au sol en boxe de rue du tout, alors que par exemple les pratiquants de lutte vont faire des choses au sol. On va essayer de ne pas aller au sol. Quand on est emmené au sol, on va essayer de se relever très vite. Pourquoi ? Parce qu'on est dans le camp des gentils, on est souvent tout seul et qu'on a souvent affaire à des gens qui travaillent en groupe. Et si on emmène quelqu'un au sol, on va jouer au ballon avec notre tête. Donc on essaye de ne pas aller au sol. On enseigne aux gens à bien observer l'environnement et tout ce qui est autour. On explique aux gens, par exemple, que lorsqu'on sort dans la rue avec des écouteurs et en voyant des textos, on n'est pas attentif à ce qui se passe autour de nous et que souvent on donne un signe aux prédateurs comme quoi on est déjà une victime potentielle. Donc on les fait travailler là-dessus. Donc il n'y a pas que l'aspect physique, il y a tout l'aspect comportemental. Après il y a l'aspect gestion de son propre stress. On explique le fonctionnement des cerveaux, comment ça se passe, pourquoi est-ce que lorsqu'on stresse on a du mal à réfléchir. On explique tout ça de façon à ce que les gens puissent déjà ressentir l'arrivée du stress et puissent anticiper pour essayer de gérer un peu après le stress. Quand je suis les mains à plat, les mains nues, je peux bloquer des frappes relativement puissantes avec les mains. Et toujours en fermant la garde, c'est-à-dire travailler sur moi. Si, bon, vous voyez, je neutralise sa boxe là. Déjà, je neutralise. Hein. Et quand je suis les mains nues, c'est déjà les yeux qui peuvent être atteints avec les doigts. Mais en même temps qu'il travaille, j'esquive un maximum. Mais je touche aussi. Sans brutalité. Dans le déplacement. Et je viens le chercher toujours. Ah. Allez, c'est parti. On jette ses coups, on ne les pousse pas. C'est là que quand je parle de mouvements jetés, c'est vraiment des mouvements jetés qui doivent être surprendre et où il n'y a pas un effort musculaire adapté avec. À partir du moment où je cherche la puissance, je vais donner des informations sur mon coup déjà. C'est-à-dire que je vais armer bien souvent le coup, et ce qui provoque en face une réaction automatiquement. Je ne dois pas être lisible, je dois pas être prévisible, je ne dois pas être lisible dans ma forme de combat. Il faut que ça surprenne. J'ai tendance à dire souvent que le professionnel est prévisible, mais que le monde est plein d'amateurs. Et j'explique souvent à des boxeurs, quand je boxe avec un boxeur, on a le même programme tous les deux. Et moi je vois déjà sa forme de corps, ce qu'il va me faire, je peux anticiper. Vous arrivez dans la rue, le gars il vous parle, il vous met un doigt dans l'œil. Vous n'avez rien vu parce que ça ne correspond à aucun schéma de votre programme, et donc vous êtes surpris. C'est pour ça que je dis que le professionnel peut être prévisible, celui qui a l'habitude de pratiquer. Celui qui n'a pas l'habitude peut très bien vous surprendre parce que justement il fera quelque chose qui n'est pas prévisible par vous. T'es droitière, tu as ton point gauche qui est devant normalement. C'est celui-là qui va partir tout le temps. Il doit partir, revenir par le même chemin tout le temps. C'est la prise de position un petit peu, c'est la gêne, la prise de distance pour toi, ce qui va préparer éventuellement la frappe la plus lourde, mais surtout un maximum 9 gauche pour une droite, en règle générale. Le lien avec le karaté, il est très complémentaire puisque toutes les techniques existent, toutes les techniques qu'aborde Robert, on les a dans notre cursus karaté et donc pour nous, ils sont livrés de façon différente, mais la forme est la même. Après, c'est l'adaptation. C'est toujours une question d'adaptabilité, mais l'art martial reste le même. C'est la naissance, on a un socle avec une orientation sportive et de compétiteur. Et à travers ça, il y a les anciens qui s'entraînent, qui vont chercher autre chose.
il y a, au bout d'un moment, on arrive forcément, si le combat dure, on va arriver à un schéma tactique. Bon, déjà, dans l'observation, quand je dis souvent, quand vous avez la personne en face de vous, que vous savez qu'elle va en venir aux mains à un moment, quelquefois, on va déclencher. On va déclencher comment? En le poussant, par exemple, ce qui va provoquer chez lui quelque chose. Mais avant tout ça, on aura prévu déjà ce qu'on fera, les endroits susceptibles d'être frappés. Il y a 3 zones pour moi qui sont prioritaires, c'est les yeux, la gorge et les parties génitales. C'est 3 choses qu'on ne peut pas muscler et sur lesquelles il faudra fixer les ripostes éventuelles. C'est vraiment furtif, c'est ça. Ping, ping. Okay, là, donc je ferme sa garde et je pique. Et quand je pique, je m'en vais. Je pars sur le côté pour me mettre encore à l'abri par rapport à son bras arrière. On n'est jamais sûr de rien. Et on bouge, bien sûr. Je touche, je bouge. Je pique. Et je bouge. Allez, c'est parti! Tu fais ça et tu restes les 2 épaules de face comme ça. Donc tu n'engages pas ton bras arrière assez. Hein? Pense qu'un coup de poing, il doit être donné avec le maximum d'efficacité. On se livre complètement, c'est-à-dire qu'on engage complètement le bras arrière. Ouais, sans prendre d'élan comme ça. Au moment où tu donnes ta droite, tu dois penser, je tire mon épaule gauche en arrière. Et quand tu es comme ça, tu as déjà le menton qui est à l'abri, par là. Tu as la rotation du bras qui fait que tu pivotes ton poing et tu es bien plus forte sur la frappe. Et tu es bien plus longue. Voilà. Donc je donne la gauche, je donne la droite, je pivote mes épaules et mes hanches et tout le poids du corps. Et je pousse sur mes jambes en même temps. Tu as lancé le poids à l'école? Tu as déjà lancé le poids à l'école? Rappelle-toi, le transfert des masses, c'est la même chose pour un lancer du bras arrière. Je me sers, le poing il part des doigts de pied. Ben, en fait c'est un déclenchement, à partir du moment où mes mains sont en place, je n'ai pas besoin de faire d'appel. C'est-à-dire j'appuie sur le bouton et ça part. C'est le principe, tout bête. C'est le gant de boxe qui sort de la boîte quand j'appuie sur le bouton. Voilà. À partir du moment où je dis il faut que je donne un coup de poing, il faut qu'il soit fort, je vais avoir tendance à faire ça. Et ça, c'est visuel, c'est vu. Le boxeur en face, déjà entre boxeurs, on travaille sur le même programme. Donc lui, il me voit faire ça, il sait déjà que je suis en train d'armer un gauche. Il me voit faire ça, il sait que je suis en train d'armer un droit. Okay, donc, quelquefois, dans la confusion, ça ne se voit pas, il n'arrive pas à le détecter. Mais si, de but en blanc, je te fais ça, tu sais déjà que je prépare les appuis, donc le bras arrière. Donc, comme on a le même programme tous les deux, il travaille par automatisme là-dessus, sur les perceptions qu'il peut avoir de moi. Donc j'essaye de masquer ces perceptions, ou de donner de fausses perceptions. C'est ce qu'on appelle les feintes. Par exemple, je vais essayer de le fourvoyer dans son travail de détection. Voilà. Mais le principe, c'est toujours ça, c'est d'être capable de donner un coup. À partir du moment où on est à distance pour prendre un coup, on ne peut pas le bloquer. S'il est donné comme il doit être donné, on ne peut pas le bloquer. C'est pour ça qu'en self-défense, en boxe de rue, j'insiste beaucoup sur la notion de distance déjà au départ. À partir du moment où le loup est dans la bergerie, c'est foutu. Les frappes sans information, un maximum de frappes sans information. Quand je donne un jab, si je fais ça, il va le bloquer à tous les coups. Parce qu'il le voit partir. Okay. À partir du moment où je suis à distance, un jab c'est imparable si c'est donné sans information. Essaie de le bloquer. D'accord? C'est automatique. C'est pas parce que c'est moi qui le donne. N'importe qui, s'il le donne comme ça passe. On va toujours essayer d'adapter le combat à soi déjà, à sa façon de percevoir les choses, à sa forme de corps, à son gabarit. Il y a plein de choses au travail qu'on fait, il y a plein de choses qui vont rentrer dans la ligne de compte. Donc automatiquement, vous allez faire une discipline qui ressemble un peu à ce que vous êtes. Il y a des gens, on voit très bien, par exemple, les pratiquants d'arts martiaux, on les voit pratiquer, on peut quasiment dire, surtout si c'est eux qui ont créé un petit peu leur système, on sait à peu près où ils veulent en venir. Moi je vois une discipline nouvelle, je vois à peu près où a voulu en venir le type qui a créé la méthode. Je comprends quasiment ce qu'il recherchait. Et puis, j'ai tendance à dire, moi, dis-moi comment tu combats, je te dirai qui tu es. Et ça, je peux le vérifier tous les jours.
Quand on fait passer les tests au raid, par exemple, en combat, on a des gens qui arrivent de tous les horizons. Et j'arrive à définir, moi, en le voyant boxer, sa personnalité. Moins quand c'est un spécialiste, parce qu'un spécialiste va arriver à masquer certaines choses du fait de sa discipline. Mais quand c'est quelqu'un qui n'est pas spécialement combattant et qui se retrouve en face d'un combattant, de sa façon de se tenir, de façon de riposter, je vois à peu près quel profil il a. Et quand il passe après chez les psys, on regarde la fiche du psy et on regarde celle du correcteur en combat, et elles sont quasiment similaires, on retrouve les mêmes argumentations. Donc c'est assez marrant. C'est le test le plus probant pour nous. Parce qu'il y a toute une batterie de tests, on joue sur les phobies et tout ça. Le test combat reste le plus probant pour nous. D'ailleurs, les psys viennent le voir, le test combat aussi. Ils se sont rendus compte que c'était un test très intéressant. Et là, je vais essayer d'obtenir le maximum d'appui et le maximum de puissance. Et encore une fois, je ne travaille pas avec le bras, je travaille avec le corps. Ok, j'exagère un petit peu. Hein, mais c'est ça que vous devez ressentir. Boum, boum, boum. Et bien dans l'axe. C'est-à-dire que le point, quand il arrive, bien souvent il y en a qui donnent, ça rip, donc aucun effet. Il faut que toute la puissance soit dans le corps de celui qui est en face. Donc il faut que je sois dans l'axe poing, poignet, bras. D'accord? Et surtout que je ne sois pas dissocié. Comme ça, ou comme ça. Cela, c'est le poignet qui va sauter. Alors tu vois, tu te sers un peu de tes bras. Alors maintenant, tu vas faire comme si tu étais plâtré. Ouais. On va exagérer. Okay. Et tu vas travailler avec le corps. Faire la différence entre l'agressif et le combatif. Au GIGN, par exemple, ils font les tests d'agressivité. Les deux montent sur le ring, celui qui défonce l'autre, il a gagné, il est pris. C'est pas tellement ce qu'on recherche, nous. Nous, on va rechercher justement le type qui va toujours tomber sur quelqu'un de plus fort. Même les champions qui viennent passer les tests, on a des gens chez nous qui peuvent bien rivaliser avec. Bon. Mais on voit son comportement déjà quand il combat contre quelqu'un de plus faible au départ, et le combat après qu'il fait avec le gars, le spécialiste du raid. Vous avez des gens qui vont se comporter comme des chevaliers. Hein. Ils vont prendre celui qui est plus faible, ils vont le faire boxer, ils vont faire attention de le garder debout, ils vont montrer ce qu'ils savent faire tout en ménageant. Générosité. Ensuite, ils passent avec le champion du raid, ils montrent qui ils sont vraiment. Courage. Courage, générosité. Deux valeurs qui vont souvent ensemble. Okay. Après, vous avez le spécialiste qui va défoncer son petit collègue et qui va courir devant le collègue le champion du raid. Donc il a montré qu'il était agressif, mais qu'il n'était pas combatif. On recherche, nous, des gens qui ont des notions de courage, de générosité, qui vont être capables de risquer leur vie pour aller chercher un copain et qui vont pas faire n'importe quoi, qui vont être amenés à la réflexion. Donc générosité, courage, les deux valeurs qu'on va essayer de retrouver et qui vont souvent ensemble. C'est quand on est en position de défense, position boxe de rue, self-défense, on est sur l'appui jambe arrière. Les mains en opposition, prêt à repousser et prêt à repousser avec sa jambe. D'accord ? On dit toujours, si on frappe le premier, on va être en situation difficile. J'explique qu'on essaie toujours de partir. On vous empêche de partir. Une fois, deux fois, il y a un moment, il faut qu'il se passe quelque chose. On pourra l'expliquer aux juges, surtout s'ils sont nombreux, s'ils sont plusieurs. On pourra toujours expliquer qu'on s'est réellement senti en danger et qu'il a fallu qu'on réagisse. Hein, on s'est fait sur la route, on a fait une connerie. Le mec, il descend en hurlant, il vient vers vous comme s'il allait vous étriper, quoi. Donc on fait attention, on explique, monsieur, si on a tort, on s'excuse, on dit monsieur, je vous ai pas vu, machin, et c'est pas la peine, on va pas aller vers lui en lui disant c'est pas la peine de gueuler comme un abruti, non, ça marchera pas ça, d'accord. On laisse vider le sac déjà, et on dit monsieur, si vous avez le sentiment que je l'ai fait exprès alors que je l'ai pas fait exprès, donc excusez-moi si j'ai fait une bêtise, d'accord. Quelquefois c'est lui qui a fait la bêtise, c'est pas la peine de descendre en hurlant non plus. On peut venir, monsieur, vous avez vu ce que vous avez fait? Vous avez vu, on a failli se planter et tout. Ah oui, oui. Ok, on évite, on désamorce la situation un maximum. Hein.
Et vraiment, quand on ne peut plus faire autrement et que notre vie est en danger, être capable de switcher, de passer en mode combat. Mais pas avant. Que ça ne vienne pas de vous. D'accord? On pourra toujours s'expliquer avec monsieur le juge après. Lui, il s'en fout, il a son code pénal. Pouf, pouf, ça correspond à ça. Pouf. Allez au ballon. Je me retrouve en face d'un type qui a un couteau. Je suis en mauvaise position. Quelle que soit la discipline que je pratique, il va falloir que j'essaye de dégager rapidement, de ne pas rester en face de lui. Parce que je vais sûrement voir la couleur de mon sang à un moment ou à un autre. Donc parler vrai, expliquer que les techniques ne marchent pas à 100%. Pour qu'elles marchent le maximum, il faudra qu'elles soient travaillées, qu'elles deviennent presque une deuxième nature. Et que malgré tout ça, ça reste très, très fragile. Très fragile. Et que plus on progresse dans les sports de combat, plus on se rend compte de la fragilité par rapport à des armes. Et même par rapport à des mains nues. Tout le monde peut se faire toucher, tout le monde peut se retrouver sur la piste aux étoiles, comme on dit. Ça arrive à tout le monde.